Passez une belle journée sur GFM La Radio. Il est 10h. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous voilà de retour. Paroles vivantes, l'émission qui titille les consciences et chatouille vos cœurs et nos cœurs. Je suis Marianne, je suis heureuse de vous retrouver avec mes chroniqueurs animateurs de choc. Nous avons Kylian à la technique aujourd'hui et Olivia et Yannick sont avec moi. Je me tourne vers eux pour savoir comment se portent-ils en ces premiers jours de printemps. Eh ben, écoute, bonjour Marie-Ange, bonjour Yannick. Je suis très heureuse de revenir parce que ça fait un moment que j'avais un peu disparu des radars, mais je suis là. Donc c'est un peu mon émission radio de reprise et je suis hyper heureuse que ce soit sur Paroles Vivantes. Donc merci beaucoup en tout cas de m'accueillir. Eh ben, c'est un honneur de t'avoir et nous avons hâte d'entendre la sagacité de ta réflexion pour le thème qui va nous animer pendant cette heure et demie qui vient. Yannick ? Écoutez, moi comme d'habitude, ça va, je suis content d'être là tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Donc le thème est inspirant et a déjà inspiré, donc je pense qu'on va avoir quelques réactions à ce sujet. Alors, je vous dis tout, si vous ne le savez pas encore, c'est de la honte à la fierté de soi. Je répète, de la honte à la fierté de soi. Qui n'a pas un jour éprouvé de la honte, cette émotion courante, même un état d'esprit, un état d'humeur, même un état sentiment. Avez-vous déjà entendu ou même prononcé « Oh, la honte » On l'entend souvent même dans les cours de récréation, mais pas que, même chez les adultes. Et avez-vous déjà éprouvé « J'avais tellement honte que j'avais envie de rentrer sous terre ». Voilà. Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre, nous dit que la honte, c'est une véritable souffrance, même un poison de l'âme. Et dans son livre « Mourir de dire la honte », il nous dit aussi que c'est un anti-résilient. Donc la résilience, c'est ce qui nous permet de nous développer, que ce soit sur le plan psychomoteur, psychique, et que la honte va vraiment freiner. Alors, vous voyez un petit peu les dégâts que peut faire de la honte. Alors, bien sûr, nous allons distinguer, il y a plusieurs formes de honte. Il y a peut-être des petites hontes, des grandes hontes. Il y a peut-être une honte qui peut nous propulser. Et puis, il y a peut-être aussi des hontes qui nous inhibent et qui nous plongent dans la dépression. Remarques, commentaires déjà ? Oui, en préparant cette émission, en préparant ce thème, on a toujours plein de thèmes d'avance, vous le savez, et puis parfois vous nous en inspirez d'autres. Et en préparant ce thème et cette émission, j'ai essayé, moi, de déterminer ce que ça voulait dire pour moi, et la honte, et la fierté. La honte, je crois que c'est le sentiment qui est peut-être le plus facile à décrire, à déterminer, en tout cas dans nos conscients, dans nos inconscients. C'est le sentiment qui est le plus facile dont il est le plus facile de se souvenir. On a tous, je pense, en tout cas moi ça a été tellement facile de trouver des moments dans ma vie où j'ai ressenti de la honte, et ça a été plus compliqué pour moi de déterminer des moments de grande fierté. Pourquoi ? Comme pour dire que finalement la honte, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies, et la fierté est parfois rattachée à l'humilité, en fait. Quand on fait preuve de fierté, on peut avoir le sentiment, en tout cas ça a été mon cas, je ne veux pas généraliser, mais on peut avoir le sentiment d'être un peu prétentieux, parce qu'on est content d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir fait quelque chose pour nous-mêmes. Et donc du coup, j'ai souvent entendu... oui, un peu prétentieux, alors que non, j'étais juste fier de quelque chose que j'avais fait. Donc du coup, j'ai eu du mal à déterminer des moments où c'était juste de la fierté, juste personnelle, et des moments où c'était un manque d'humilité que j'ai souvent entendu, moi. Voilà. Donc, peut-être que l'émission va me permettre de dégrossir ça, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué.
Ok, donc tu plantes déjà le décor entre honte et fierté. Et on prendra en deuxième partie de l'émission, on va vraiment aller vers la fierté. Mais est-ce que la fierté est de la prétention, de la vanité? Je ne le crois pas, mais nous allons aller explorer ça. Mais je voudrais entendre notre chère Olivia. Alors moi, j'ai deux choses. Il faut pas que je perde la deuxième. La première, c'est de rebondir un peu sur ce que dit Yannick, si c'est pas plus simple d'éprouver de la honte que de la fierté. Moi, je me demande si c'est pas dû aussi à notre éducation et à la société dans laquelle on est élevé. Alors, je sais pas si c'est une question de culture du pays, parce qu'on sait bien qu'on n'a pas du tout la même façon de vivre, je sais pas, aux États-Unis qu'en France, par exemple. Et du coup, on est connus, les Français, pour être des râleurs, être en grève tout le temps, tout ça. Mais du coup, voilà, ce truc où on nous met pas forcément, on nous a pas appris à nous mettre en avant quand on réussit, mais plutôt à se rabaisser, surtout quand ça va pas. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais voilà, ce côté positif et négatif, où dans la balance, le côté négatif, il prend un peu le dessus. Et je parlais d'éducation parce que, du coup, sans tout mettre sur le dos des parents, mais on sait que... on sait, Olivia, le retour. On sait que y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance et dans l'adolescence aussi, hein, dans notre construction, de comment on s'est construit, de toutes les questions qu'on s'est posées, tout ça. Et du coup, si on n'a pas été très encouragé quand on était jeune, on se construit comme ça. Et du coup, c'est sûr que le sentiment de honte, comme je disais en off, moi, je le trouve bien plus simple à avoir pour tout et n'importe quoi que un autre sentiment, la fierté ou autre chose. Donc, peut-être que c'est un réflexe. Après, voilà, la honte, comme tu l'as dit, il y a plein de hontes différentes et plus ou moins profondes qui restent plus ou moins, qui nous élèvent ou qui nous inhibent. Donc voilà, ça c'était ma première réflexion. Et la deuxième, c'était, moi, je me suis posé la question en préparant l'émission, c'est quoi la différence entre la honte et la gêne? Parce que quand j'ai essayé de trouver, moi, les moments où j'ai eu honte, alors c'est difficile de se rappeler à chaque fois, mais je me demande si j'ai pas plus souvent éprouvé de la gêne que de la honte, et du coup quelle est la limite, à quel moment on passe d'un côté et de l'autre en fait. Voilà. Ouais, très intéressant. Donc, tu as introduit là la notion que c'est complexe, hein. La honte est une émotion complexe, ouais, et qui aussi peut-être est la résultante d'une non-conformité à certaines exigences qu'on peut avoir soit sur le plan familial, soit sur le plan social. S'il y a une norme physique, s'il faut certaines maîtrises de codes culturels, est-ce qu'on va être l'objet d'une culpabilisation excessive d'un groupe, hein, quel qu'il soit, et on va avoir toutes les phobies, hein, liées à la grossophobie, la sérophobie, le mépris lié à la classe aussi, à notre appartenance de classe. Donc, il y a un psy qui a vraiment beaucoup parlé sur cette dimension sociale de la honte. Donc, je vous encourage à aller voir ses ouvrages, Serge Tisseron. Et il parle vraiment de cet aspect social que tu pointes en fait dans ton propos. Et évidemment, si on va voir du côté du neuropsychiatre, par exemple Cyrulnik, qui a écrit un livre que je vous recommande, qui est « Mourir de dire la honte », lui, il va vraiment dire qu'il y a des situations humiliantes dès notre enfance, et que souvent c'est en lien aussi avec des carences affectives importantes et d'humiliation. Et du coup, pour parler d'enfance, c'est vrai qu'en tant que parent, peut-être qu'on n'arrive pas bien à détecter les moments où nos enfants ont honte. Et du coup, on va un peu ça va passer un petit peu à la trappe, ce sentiment qu'ils peuvent éprouver en fait très jeunes. Parce que il y a peut-être des études sur ça, mais en fait, on ne sait pas forcément à quel moment ils commencent à éprouver de la honte. Et ça se trouve, c'est bien plus jeune que ce qu'on pense.
Et du coup, il y a des choses qui s'ancrent déjà. Je dis n'importe quoi, ça se trouve, à 1 an, à 8 mois, en fait, ils éprouvent déjà des sentiments de honte. Je sais pas, un enfant qui arrive et qui tombe dans un supermarché, il va pleurer. Mais en fait, c'est pas forcément parce qu'il a mal, c'est parce qu'il a honte. Et nous, on ne les termine pas. Et du coup, on va dire, allez, lève-toi, c'est bon, tu t'es pas fait mal. Mais en fait, il pleure pas forcément parce qu'il a mal, mais parce qu'il a honte. Donc, au lieu de le rassurer en disant, c'est pas grave, personne te regardait, machin, en fait, on va pas l'encourager dans le bon sens, on va faire comme si de rien n'était. Et peut-être que en fait ça commence beaucoup plus tôt, peut-être que c'est une méconnaissance aussi de notre part et qu'il y a des choses et des erreurs qu'on pourrait ne pas faire dans leur éducation et leur épanouissement personnel, si on prenait conscience qu'en fait le sentiment de honte il arrive beaucoup plus tôt que ce qu'on pense. Ah oui. Ça me laisse perplexe. Oui, c'est juste et très pertinent. Mais tu pointes que notre méconnaissance, l'ignorance de nous-mêmes et peut-être aussi de le manque d'observation de ce qui se passe pour notre enfant ou des enfants qui peuvent nous être confiés, ou même d'un adulte ou d'un adolescent, fait qu'on ne perçoit pas. Alors, ça mène loin ce que tu dis, parce que si le parent, par exemple, on sait qu'il y a des études qui sont faites que les mères, quand elles font la toilette des enfants garçons, elles vont pas toucher beaucoup le sexe masculin. Ouais. Donc, d'où ça vient? Si c'est une fille, pas de problème. Ouais. Donc, est-ce que déjà, elle va distiller ton sexe, il est chargé de quelque chose qui est un peu négatif ou dévalorisant pour elle, ou d'un rejet? Mais tu vois, c'est des petits gestes déjà comme ça qui distillent peut-être un petit sentiment qui est des fois de honte. Comment est vécue la sexualité dans les familles? Est-ce que c'est sale? Et dès qu'on va vouloir aborder le thème, on ne peut pas. Et on va utiliser des métaphores, on va éluder. Et très tôt, les enfants prennent conscience. On dit oui, il faut montrer l'exemple, il faut dire les choses, mais c'est aussi dans le non-dit que les enfants vont nous imiter et vont reproduire des comportements pas adéquats ou qui posent question. Oui, parce qu'en fait, on va créer des tabous et des hontes. Voilà, le tabou. Là où il n'y a pas forcément lieu d'être. Et en plus, ça va être très différent quand tu vas comparer deux familles. Donc les ados, en fait, et c'est aussi comme ça que je pense c'est bien qu'ils vivent en communauté, chacun va apporter des choses différentes dans leur groupe d'ados, parce que c'est aussi comme ça qu'ils se construisent. Après, ce qui est dommage, c'est quand ils ne peuvent se construire qu'à travers les potes qui n'ont pas toutes les informations, et il y a des hontes et des tabous qui peuvent aussi se créer entre eux parce que l'un amène des choses que l'autre n'a pas, et en fait ils se construisent comme ça, et c'est bien pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas que les parents qui éduquent d'ailleurs. Bien sûr, il y a toute une communauté éducative. Tout ce qui se passe en dehors des parents, de l'école, des lieux de loisirs, des grands-parents s'il y en a, des oncles, des parrains, des marraines, bien sûr. Il y a tout un ensemble à prendre en compte. Je reviens sur ce que tu as dit. La gêne, c'est une manifestation, et elle va pas au niveau, si on avait une échelle, elle est minime. La honte, elle est vraiment, elle nous inhibe, elle nous coince, elle nous bloque, et si on pense tous ici autour de cette table à quelque chose dont on a eu honte, par exemple, moi j'avais honte parce que ma maison, je la trouvais pas belle. Mes parents avaient fait un choix de peut-être mettre le budget sur notre éducation, mais tout ce qui était décoration, changer les papiers peints, c'était pas fait. Et moi, j'en avais une petite gêne qui devenait presque une honte, parce que la honte, quand je dis que c'est devenu une honte, c'est parce que ça m'empêchait d'inviter, alors que je n'avais pas eu d'injonction disant on n'invite pas chez nous. Mais moi, ça me coinçait. Je me disais, mais ils vont pas trouver ça pas bien. J'avais honte. Et ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez Annie Ernaux, qui est un auteur qui elle en a souffert. Elle avait honte de ses origines modestes, de ses parents. Elle en a fait d'ailleurs un ouvrage. Et elle était prise dans un conflit intérieur, parce que honte de ses parents. Et il y a une scène qui est mythique où elle dit son père se dispute avec sa mère, et il a un acte de violence en disant « je vais la tuer ». Et tout émerge de cette scène-là, avec tout ce conflit où elle ne voulait pas dire que ses parents n'avaient pas de culture, elle lisait beaucoup, elle était considérée comme une intellectuelle, et elle décrit toute cette honte qu'elle a eue longtemps, et elle s'en est voulu quand son père est malade, de sortir de ça.
voilà, de s'affranchir et de pouvoir les aimer tels qu'ils étaient, sans comparaison. Parce que dans la honte aussi, on va voir qu'il y a des comparaisons énormes qui se font. Et ça, c'est très, très Et tu vois, toi, pénible. Ça date de l'enfance, Ouais. tu étais ado. Là, l'exemple que tu donnes aussi, Mhm. parce qu'en fait, la honte, elle naît aussi de la peur du jugement de l'autre. Peur Et du en, jugement. et en fait, quand on est ado et qu'on se construit, on a tellement envie de rentrer dans une case, on a tellement envie que notre vie soit politiquement correcte, on a tellement pas envie de dénoter en fait par rapport que la moindre chose, ça va être qui peuvent nous gêner, voilà, ça va se transformer en honte et on va cacher qui on est vraiment. Et moi j'ai toujours dit, l'adolescence c'est la période la plus difficile, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, il y a une remise en question, on cherche sa place, et je pense que le sentiment de honte, il est assez présent, alors je me trompe peut-être, hein, il est assez présent en fait à ce moment-là. Et après, plus tard, je pense qu'on passe à un autre type de honte, tu vois, quand on est adulte. Enfin, comme il y a plusieurs catégories. Et puis après, voilà, hein, il y a des hontes qui sont des traumatismes qui ne sont pas encore réglés. Ouais, je pense que ça passe encore à un autre stade. Quand on devient adulte, parce qu'en fait on n'a juste pas la même vie, pas les mêmes problèmes, pas la même manière de penser, et parfois on s'est affranchi aussi de ça, et parfois on peut en être libéré aussi. Bien sûr. Mais là, tu amènes plusieurs notions, puis on va aller vers le chat avec Yannick. tu parles aussi de la nécessité d'être dans un groupe d'appartenance. Ouais. Voilà. Et ça, c'est très important, parce qu'on sait aussi que des personnes très isolées, se repliant sur elles-mêmes, elles vont être bloquées même dans leur développement et dans leur apprentissage de la vie en général. Et tu amènes un autre thème qui va faire réagir aussi les personnes qui nous écoutent, c'est le traumatisme. C'est-à-dire, quand il y a traumatisme, oui, la honte aussi peut être associée à ce traumatisme. Voilà. Quelqu'un m'a baissé ma culotte et tout le monde s'est moqué. J'ai fait pipi dans ma culotte quand j'étais enfant et tout le monde s'est moqué. On m'a mise au tableau et je ne savais pas et on m'a traité de petit nom d'oiseau. Ça m'a blessée et depuis, je ne veux plus prendre ma parole en public. J'ai une honte de ce qui s'est passé et ça m'a traumatisée. Et quand on ne sort pas du traumatisme, on est bloqué. Ensuite, dernière chose que je vais ajouter, et puis voilà. En effet, c'est que je pense que le sentiment de honte est plus ou moins présent aussi en fonction du caractère qu'on a. Voilà. Oui, on n'est pas égaux, peut-être, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont réagir de manière très affective, à fleur de peau. Ils sont écorchés par une remarque, alors que quelqu'un ça va glisser, quoi. Oui, il y a effectivement une porosité de certains qui est peut-être beaucoup plus forte, mais qui peut être aussi en lien aussi avec les premiers mois de vie, et peut-être même si on va sur le transgénérationnel. Hein. Oui, bien sûr. On en revient toujours au transgénérationnel. Nous avons déjà été loin, je trouve, dans l'échange. Oui, et je suis désolé, je suis bien présent, mais on se fait bombarder de messages. Et donc, j'essaie de les trier. On est déjà quasiment à 40 messages. C'est le moment pour moi, comme d'habitude, à chaque émission, de remercier toutes les personnes qui nous écoutent, déjà, premièrement, et toutes les personnes qui réagissent. Et vous savez, on le dit tout le temps, à chaque émission on participe, on a un réseau qui, dès qu'on poste quelque chose, les gens sont hyper réactifs. Alors, on est pas mal sur ce réseau et ça permet de nourrir Parole Vivante d'une manière exceptionnelle, mais aussi les différentes émissions. Alors je vais vous lire un premier message, j'en ai sélectionné quelques-uns sur les 40, vous me pardonnerez d'avance d'ailleurs, parce que du coup je ne pourrais pas lire tous vos messages. Donc j'ai le premier message de Gérald qui dit « Je suis surpris du thème, mais si je peux me permettre, la honte est un sentiment compliqué. Il se mélange avec de la gêne, je trouve. » Il trouve que la honte se mélange avec le sentiment de la gêne. On l'a abordé, en effet. Voilà. Nina qui nous dit « Oh, retour d'Olivia ». Alors, je vais la refaire. « Oh, retour d'Olivia, quelle belle voix, j'adore. Tu nous as manqué, Olivia. Je pense que je suis la plus ancienne de vos auditrices. Je vous écoute depuis 2017. Top, top, top. Wow. » Oui, peut-être que tu n'es pas loin d'être la plus ancienne auditrice, parce que depuis 2017, ça commence à remonter. Ça, c'était Nina. Freddy nous dit « La honte fait partie de nous et de nos vies. Dans l'éducation antillaise, on en fait une base
nous grandissons avec ça parce que l'enfant et son sentiment n'a pas de place. Cyrielle qui nous dit « Le tabou de la honte existe car la peur est l'ami de la honte. On se dédouane d'avoir créé de la honte chez nos proches, chez les gens. On dit souvent « Tu exagères, je ne t'ai pas fait honte » comme pour laisser de côté le sentiment que l'on ressent. Jeannette nous dit la honte isole. Vous avez raison, Marie-Ange. J'ai subi de la honte tous les jours. On me donne un surnom qui me fait rougir, puis on se moque de ma peau acnéique. J'ai eu beau avoir dit que ça me faisait honte, mais rien n'y fait. Ça m'a traumatisé. Dit Jeannette. Et je vais terminer par un dernier message qui nous dit le sentiment de la honte est lié au regard des gens. Souvent, on s'imagine jugé, donc on éprouve de la honte. Et je pense que la confiance en soi est un facteur clé pour éviter la honte. Voilà pour les quelques messages sélectionnés. Il y en a encore beaucoup, mais voilà. Bon. On en sélectionne quelques-uns. Mais je remercie les auditeurs et les auditrices. Et je suis aussi très touchée par ce qu'exprime Jeannette. J'ai envie de lui donner avec nos amis ici présents toute notre compassion. Et j'espère qu'elle peut aujourd'hui s'aimer et se regarder en voyant aussi la belle femme qu'elle est. Et que c'est vrai que le jugement des autres est cruel. C'est celui-là qui va nous tuer. Et ça va être important de développer de l'estime de soi, de la confiance en soi, et d'avoir aussi peut-être notre groupe d'appartenance où on se sent aimé tel qu'on est, sans jugement. Voilà, le jugement, effectivement, est corrosif. Mais tu sais, le jugement, il est tellement plus simple que de regarder la personne au-delà de son physique ou de ce qui peut faire qu'elle n'est pas comme les autres ou comme on voudrait. C'est tellement plus simple d'être parfois méchant et moqueur et de juger plutôt que de se poser et de se dire, pour reprendre l'exemple de Jeannette, ok, à l'âge qu'elle a, Jeannette, je ne sais pas quel âge tu as, ni de quelle période tu nous parles et si c'est encore d'actualité. Il y a des ados, bon, bien entendu, mais il y a des adultes aussi qui ont une peau acnéique, mais en fait, c'est pas forcément c'est pas de leur faute de toute façon, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être psychologique, ça peut être... moi, j'ai un exemple de quelqu'un que je connais. Alors oui, Yannick. Jeannette nous répond en direct. J'ai 57 ans, mais c'est l'enfant de 16 ans qui vous parle. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des ados... Merci, Jeannette. Merci beaucoup, qui ont plus de problèmes d'acné, si on parle de ça, que d'autres, et qui en plus en garderont les cicatrices toute leur vie. Mais moi, par exemple, je connais quelqu'un qui a commencé à avoir de l'acné, elle avait 24 ans. Et il y a une autre personne que je connais qui a mis 22 ans à comprendre, enfin pas 22 ans, mais elle avait 22 ans, et qui a mis du coup 8 ans à comprendre qu'en fait son acné permanent était dû à une intolérance au gluten et au lactose. Et en fait, c'est tout ça, toutes ces études et l'avancement aussi de notre société nous permet aujourd'hui de mettre le doigt sur ce qui peut ne pas aller chez nous et qui, finalement, nous fait éprouver ce sentiment de honte. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est tellement plus simple de juger que de se poser en disant « Ok, pourquoi cette personne, elle est comme ça ?» et être bienveillant, en fait. Oui, nous rêvons tous d'un monde sans jugement, mais c'est utopique. Mais ça revient à ce que tu dis, que plus on a une connaissance de soi, parfois on n'arrive pas à l'avoir que par nous-mêmes. Il nous faut aussi des personnes ressources, des bons experts qui vont mettre le doigt sur la difficulté qu'on a. Mais une fois que la difficulté est repérée et comprise, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que moi, je vois aussi, vous avez sûrement eu l'expérience de personnes qui vont faire une sleeve, par exemple, une opération qui est quand même très importante, qui a des conséquences énormes. Mais on voit bien que la personne, si elle ne fait pas le chemin intérieur de s'apprécier avec ce nouveau corps, elle peut avoir encore les mêmes stigmates de se replier, de se sentir pas belle, encore, alors qu'elle a retrouvé une relative sveltesse qui se fait progressivement, mais elle n'est pas affranchie de ce regard
qu'elle a intériorisé. C'est ça la difficulté avec en plus la honte, c'est c'est comme si on le mangeait, l'état de honte. Et il va falloir le digérer ou le vomir ou l'extirper de soi, parce qu'il nous tétanise réellement. Donc je suis heureuse d'entendre que Jeannette est devenue peut-être une femme plus épanouie et qu'elle a de la compassion pour tous les êtres qui peuvent souffrir de discrimination et de rejet aujourd'hui. Et après, c'est quel est notre choix de vie et notre postulat dans notre vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une société plus juste, plus fraternelle et sororale, alors que ça l'est dans les frontons de la République, puisque nous sommes en France, en hémisphère nord. Je ne sais pas pour ceux qui sont dans d'autres régions, comment c'est dans votre pays, mais c'est le respect de l'autre, ça commence par là. Hein. C'est-à-dire si on veut vivre ensemble. Donc ça veut dire que quand on ne le fait pas, c'est qu'il y a un manquement grave à l'éducation de base et aux idéaux de notre République aussi. Et pour ceux qui sont croyants, au-delà de la religion, le message, c'est toujours de l'amour, amour de ton prochain. Quelle que soit la religion, normalement, les textes de base, ça ne parle que d'amour. Après, c'est ce que les hommes et les femmes en ont fait, qui ont dévié le message, mais c'est ça. Hein. Réaction, commentaire. J'ai un message là que j'étais en train de lire et de reproduire, là, de retranscrire, pardon. C'est Erika, et je pense que ça va parler à certains d'entre vous, parce que, alors je vous lis le message et puis peut-être que ça suscitera des réactions. Erika nous dit: bonjour à tous. J'ai été jadis animatrice radio à GFM et je pense que ça vous permettra de m'identifier. J'ai été arrêtée car j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai été jugée toute ma vie et je me suis mise à juger pour me défendre. J'ai eu honte, j'ai beaucoup eu honte, donc j'ai cherché à faire honte pour me défendre. Et en étant chez GFM dans l'émission que j'ai animée, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément bien. Tout ça pour vous dire que la honte, c'est un sentiment présent et qui nous pousse des fois à faire des choses qui ne nous représentent pas forcément. Voilà ce que nous dit Erika. Merci Erika. Donc Erika nous parle de sa prise de conscience. Donc élément très important dans nos chemins de vie, c'est nos prises de conscience. Voilà. Plus on élargit notre champ de conscience, mieux c'est, mieux nous nous portons et mieux nous portons attention à nous-mêmes et à autrui en fait. Et on voit que notre parole, elle est agissante. On parle de bénédiction et on pourrait même parler de malédiction, c'est-à-dire une parole qui tue l'autre, c'est comme une malédiction. Et je voulais juste dire que observons-nous corporellement, on sent déjà quand on est dans la honte. On va avoir les yeux baissés, la tête basse, on va sentir une rougeur, ou au contraire on va redresser la tête, on va être dans vraiment l'évitement. On peut aussi être soit dans l'agressivité, dans la défense aussi. On peut être paralysé, on peut être inhibé, certains vont même être dans le contraire. Donc ça crée il y a des réactions. Hein. Ça m'interpelle ce qu'on dit depuis, parce que j'ai beaucoup été sur les réseaux et j'écoutais aussi en même temps, et les messages que je lis au fur et à mesure me permettent d'avoir une réflexion. En réalité, je ne sais plus qui disait, j'étais en train de rechercher, mais bon, j'ai déjà beaucoup écrit, un de ces auditeurs qui disait que la honte c'était l'ami de la peur. Ou un autre qui disait que la gêne aussi pouvait se confondre avec la honte. Et c'est en ça que je vous disais tout à l'heure en off, d'ailleurs au début de l'émission, que j'ai du mal à déterminer en réalité quand j'ai honte ou quand je suis gêné, parce que j'ai le sentiment que j'ai la perception que ces deux sentiments pour moi sont quasiment les mêmes. Quand je suis gêné, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un ancien timide maladif, et quand je suis extrêmement gêné, avec les moments où j'ai le sentiment d'avoir de la honte, j'ai l'impression que les ressentis sont les mêmes. Alors je n'arrive pas moi à déterminer, est-ce que là j'ai vraiment honte, est-ce que je suis gêné, qu'est-ce que ça provoque en tout cas en moi. C'est quelque chose que j'ai du mal, le cheminement a du mal à se faire chez moi. D'accord. Mais est-ce que par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est vraiment la honte, ça vient toucher presque ton identité, c'est-à-dire tu peux même pas oser en parler, tu peux même pas oser dire quoi que ce soit, tellement ça te
ça te bloque, ça t'inhibe et ça te renvoie à une dévalorisation presque parfois extrême de toi-même. Mais en réalité, je crois que chez moi, je ne sais pas, peut-être que les auditeurs pourront nous dire si ça se matérialise aussi de la même façon chez eux, mais la honte, pour moi, arrive après la gêne. C'est-à-dire, moi, je suis d'abord gêné, je suis d'abord dans une situation inconfortable avant d'éprouver de la honte. Et j'ai l'impression que c'est la double peine un peu, parce que du coup, pour un ancien timide maladif comme moi, être gêné, c'est la maladie du timide, en réalité, d'être gêné. Et donc, éprouver ça, c'est déjà un sentiment très inconfortable. Et éprouver derrière ça de la honte, qui pour moi est un sentiment, j'allais dire, supérieur à la gêne, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, ben pour moi, c'est la double peine. Parce qu'en fait, ces deux sentiments sont tellement puissants, négativement, que pour moi, j'ai l'impression d'avoir été condamné 2 fois. Ah oui, mais je comprends. Mais est-ce que, même si tu ne te sens pas concerné directement par la honte, mais tu peux être par procuration, être dans une situation où tu peux ressentir de la honte. Si tu as vécu avec des parents ou des adultes qui vont faire un geste qui est extrêmement gênant, condamnable même, sur le plan de la morale ou de la vertu, tu peux ressentir. Oui, je suis d'accord. Tu vois ? Je suis d'accord, mais il y a des choses qui arrivent même assez fréquemment, mais ça c'est plutôt quand on est jeune, ou même encore aujourd'hui. Je sais pas, ça m'arrive de voir une situation qui ne me concerne pas du tout, et d'avoir ce mot en disant « Oh là là, la honte ». Ça ne me concerne pas, et je la détermine comme une honte très facilement quand il s'agit de l'autre. Quand c'est pour l'autre. Parce que le terme a été banalisé dans le quotidien, quand on dit « oh la honte », alors que là on parle vraiment de notions qui sur un plan psychique nous atteignent, puisqu'il y a un repli sur soi, il y a un stop, quoi. Moi, j'ai toujours vécu la honte comme une brimade, et pire même comme une humiliation, parce que pour moi, il y a une notion d'humiliation. Quand je ressens de la honte, il y a une notion d'humiliation. Oui. Et donc, moi, quand j'ai eu honte, c'est des moments où j'ai été profondément humilié et où j'avais envie de rentrer sous terre, quoi. Voilà, donc tu vois bien que le curseur, tu le mets, toi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais, au début, j'avais un peu de mal à déterminer ça. Et au fur et à mesure que je lis des messages et que je vous écoute, je me dis, en fait, c'est ce moment où je me sens profondément profondément humilié, que j'ai envie de rentrer sous terre. C'est à ce moment-là que, en fait, que je détermine cette honte. Parce que finalement, quand on est gêné, ça, en tout cas chez moi, ça ne provoque pas ça. Le sentiment que l'on ressent ne va pas jusqu'à de l'humiliation. On peut être gêné après, parce qu'on nous fait un compliment. On peut être gêné pour plein de raisons, d'ailleurs, pas que négativement. D'ailleurs. Mais Yannick, as-tu connu une situation d'humiliation et qui a généré chez toi de la honte? Alors, tout à fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, elle est présente, encore cette honte, ou est-ce que tu t'en es affranchi, elle s'est dissoute? Je crois, mais je parle en mon nom, mais je crois que chez moi, tout ce qui m'arrive dans ma vie reste. Voilà. Et ensuite, il fait un chemin différent. Les moments d'humiliation, finalement, mais c'est un trait de caractère peut-être, en tout cas j'espère, les moments d'humiliation extrême que j'ai connus, j'en ai connu peu dans ma vie, heureusement. Bon, après, tout dépend de ce qu'on appelle peu ou beaucoup, mais en tout cas, pour mon caractère, je considère que c'est pas énorme. Mais j'en ai fait quelque chose. Il y a des moments dans ma vie où je me rappelle de cette période d'humiliation et où ça me sert encore aujourd'hui. Donc tu es plutôt dans un chemin de résilience, c'est-à-dire tu n'es pas resté bloqué ni paralysé et ça n'a pas engendré chez toi une haine de toi ou une mauvaise estime de toi. Non. Donc ça veut dire, et on va arriver après sur la fierté, tu vois, tu es plutôt dans le versant où tu t'apprécies, tu as de la fierté de l'homme et de l'être que tu es, que tu es devenu. De ce qui s'est mal passé, tu en as fait quelque chose. Mais la difficulté de la personne qui est bloquée avec la honte, c'est qu'il y a un endroit d'elle où elle ne peut pas avancer parce que le traumatisme n'est pas résolu, ne s'est pas dissous ou désensibilisé. Voilà, même s'il peut en rester une trace. Et c'est peut-être ça, le mot clé, c'est la résilience, c'est-à-dire... tu en as fait quelque chose, tu as dépassé, il y a eu de la transformation. Et regardons, nous tous et ceux qui nous écoutent, et je vous remercie, et je remercie Erika aussi de son témoignage très touchant dans le cœur,
à quel moment, voilà, est-ce que de ce qui s'est très mal passé, voilà, c'est toujours en boucle, ou est-ce que tu es passé à autre chose et ça a fait la personne que tu es devenue? C'est-à-dire tu as valorisé une valeur, enfin ça t'a valorisé en valeur, en vertu, en choix de vie. Ben ça, je ne ferai plus. Hein, comme dit Erika, j'ai vu ce que ça fait de juger et je ne le fais plus parce que ça, non, je n'en veux pas dans ma vie, ou le moins possible. En réalité, je ne sais pas si on arrive... aussi facilement, je crois, quand on est humilié, quand on a été humilié, quand c'est quelque chose qui nous a traumatisé, je ne sais pas si on arrive à avoir suffisamment de recul pour en faire quelque chose de positif. Moi, ça m'est arrivé, mais c'est pas venu tout de suite. Il y a eu une période où j'ai été quand même assez en termes d'estime, de moi-même assez bas, et ça a mis quand même un peu de temps à remonter. Moi, j'estime que ça a été relativement rapide parce que pour moi, les choses doivent être faites en 1 heure. Bon, c'est pas toujours le cas, mais ça a été plutôt long pour ma personnalité, je trouve, et je trouve que c'est pas toujours évident de basculer entre quelque chose de négatif, de l'humiliation, et d'arriver à en faire quelque chose, d'être résilient. Je sais pas si c'est une capacité que l'on a tous. Voilà, je m'interroge vraiment. Je dis pas que tout le monde n'a pas une capacité, mais je m'interroge vraiment. Est-ce qu'on a tous une capacité de résilience? Parce que j'ai le sentiment qu'il est très facile de sombrer. Alors pas très facile. Il est peut-être plus facile de sombrer que de se relever d'une situation d'humiliation. Moi, pour parler de mon cas personnel, après cette période d'humiliation, j'avais envie de tout lâcher, j'avais envie de tout abandonner, et j'ai dû me battre avec moi-même, lutter au plus profond de moi, pour ressortir de ça et pouvoir aller de l'avant. Et je ne sais pas si cette force-là, on est tous en mesure de la développer. Je ne sais pas. Je me pose cette question parce que l'humiliation, c'est un sentiment qui est... la honte et l'humiliation, c'est un sentiment qui est très, 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 très puissant. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et à un moment, j'ai senti que c'était plus facile et plus soulageant de tout abandonner et de tout lâcher. Voilà, Tout abandonner, tout lâcher. C'est indiscret de te demander qu'est-ce qui t'a humilié en réalité, j'étais quand même assez jeune, donc du coup, cette humiliation était autour de mes 8 ans. Et dans l'éducation que l'on reçoit, je crois que c'est parfois inconscient. Il y a des choses qui se produisent dont les gens qui les produisent ne s'en rendent pas forcément compte qu'on est humilié. Je rejoins un peu le discours qu'on avait tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, que le sentiment de l'enfant n'existe pas concrètement dans l'éducation afro-caribéenne. C'est comme ça en tout cas que je l'ai vécu. Et c'était quelque chose de comment je pourrais dire, sans rentrer dans des détails, mais de plutôt incestueux, de plutôt mauvais, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas arrivé tout de suite, puisque à 8 ans, je pense que j'ai manqué de recul, peut-être normal à cet âge-là, mais autour de mes 13-14 ans, c'est revenu comme un boomerang. Et là, à ce moment-là, ça a été quelque chose de très, très difficile. Moi, j'avais un petit surnom. On m'appelait... ça va faire rire tout le monde, mais on m'appelait Titi Donald. Parce que j'étais un peu comme Kirikou. Quand j'étais jeune, je me baladais souvent tout nu. Voilà, bon, c'était comme ça. Et on m'appelait Titi Donald. Et ça, ce surnom m'est revenu comme autour de mes 14-15 ans. Et ça m'a rappelé à ce sujet toutes les humiliations que j'avais subies. Alors que je pense que à l'âge que j'avais, il suffisait juste, comment je vais dire, d'avoir une approche différente, de m'expliquer, de me protéger aussi, parce qu'on n'a pas forcément le recul nécessaire à 8 ans. Et ça m'a suivi absolument
toute ma vie, puisque c'est encore très présent, puisque j'en parle encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, en parlant, je ne m'écroule pas, je vis normalement avec ce souvenir. Tu vois. Moi, je détermine ça aujourd'hui comme un souvenir et plus comme un traumatisme Donc, de ma vie, quoi. Donc tu parles bien de souvenirs et plus de traumatisme, et tu es devenu un homme qui est devenu parent. Tout à fait. Donc tu as pu construire, faire des choix de vie. Mais ça m'a aidé. Et ne pas rester bloqué avec ce qui s'est mal passé, tout à fait. Ni renoncer à une vie amoureuse, sexuelle, tout à fait. Et d'être un parent respectueux pour tes enfants et les enfants qui sont autour de toi. Mais je crois aussi que ce qui est important de dire, c'est que l'enfant, quand on est enfant, je crois que nos parents ne s'en rendent pas. Moi, ça m'a beaucoup aidé à devenir le père que j'avais envie de devenir. Je ne sais pas si c'est un bon père, c'est plutôt à mes enfants de l'exprimer, mais ça m'a aidé à devenir l'homme que j'avais envie de devenir et le père que j'avais envie de devenir, parce que je crois qu'on ne tient pas suffisamment compte de ce qu'on provoque chez nos enfants en termes de psychologique, je pense. Et puis on a le sentiment que à 3 ans, on dit ils ne comprennent pas. À 5 ans, on dit, bon, bah, ça va. À 8 ans, c'est du cinéma. À 12 ans, c'est une ado, donc elle est un peu blasée. Et au final, on les aide à se construire, on les construit, ils se construisent eux-mêmes, mais je veux dire, avec l'éducation qu'on leur donne, avec tout plein de choses qui ne sont pas forcément des choses positives et dont eux vont se rappeler à un moment ou à un autre. En tout cas, moi, j'ai grandi comme ça, dans un climat d'hyperviolence, dans un climat d'hyperviolence voilà, dans tous les sens du terme. Et puis c'était devenu presque une normalité. La violence était devenue quelque chose de normal. Et aujourd'hui encore, dans certaines situations, je me dis heureusement que tu as évolué, parce que voilà, ce sentiment de violence permanent pourrait pu rejaillir encore aujourd'hui. Donc voilà, faisons attention à nos enfants dans leur éducation. Prenons garde à ce qu'on leur dit, prenons garde à la manière dont on fait les choses, et quand ils ont une réaction, essayons de l'analyser avec eux et de les accompagner. Voilà, sans donner de leçons à personne. Enfin, c'est un sentiment personnel. Merci de ton témoignage et de ta réflexion. Olivia, est-ce que tu avais des choses à ajouter? Parce qu'il y a une question qui est posée là aussi par Yannick, et je me tourne aussi vers le chat et vous, auditeurs, auditrices. Yannick dit, est-ce que tout le monde peut avoir de la résilience? Moi, j'ai envie de dire oui. Pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, il y a une possibilité de changement dans sa vie. Autrement, ça serait un petit peu désespérant. Après, on est des êtres de libre arbitre, c'est-à-dire de choix. Est-ce que je fais le choix d'abandonner? Et abandonner, est-ce que je fais le choix de changer? Et si je ne peux pas par moi-même, est-ce que je fais le choix de me faire aider? Parce que parfois, quand il y a traumatisme, il y a besoin de se faire aider. Parce qu'on n'est pas... Déjà, je trouve qu'on est beaucoup masochiste dans nos façons d'être, mais à un moment, il faut accepter l'aide d'autrui, d'un professionnel de santé, d'un thérapeute, quelle que soit l'approche, pour pouvoir traverser l'épreuve que nous avons... parce que il y a un endroit de nous où on a eu tellement peur, on a été terrorisé. Quand il y a un traumatisme, c'est quelque chose qui nous terrorise. Et on n'a pas la capacité parfois psychique d'y aller par soi-même, d'aller revisiter l'endroit où on a plongé, quoi. Donc il y a aussi, est-ce qu'on accepte de se faire aider, ou est-ce qu'on est dans la plainte? Voilà, il y a des personnes, on en connaît tous, qui sont toujours, c'est le disque rayé, voilà. Ouais, c'est comme ça, c'est la faute à un tel, c'est la faute à mes parents, c'est la faute au gouvernement. Et 1 an, 10 ans après, c'est toujours le même discours. À un moment, est-ce que nous avons envie de sortir de ça et de dire il y a une possibilité de changement? Bien sûr que le changement ne sera pas le même peut-être que pour une amie ou un ami, parce que tu n'as pas les mêmes capacités psychiques. On n'est pas tous égaux, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui ont plus de souplesse psychique, comme les enfants. Les enfants là-dessus sont remarquables. Puis des fois, on s'enquiste, on s'ankylose, on est sclérosé, et le changement va être très, très éprouvant.
et parfois on pourra peu. Et puis si en plus une pathologie biologique, j'allais dire physiologique, s'installe, ça peut compliquer les choses. Ou ça peut être un révélateur aussi, dire j'ai quelque chose à comprendre, j'ai envie de changer ma vie. Et j'en ai marre de me plaindre, et j'en ai marre d'être tout le temps celui sur qui tous les malheurs du monde s'abattent. Mais c'est un chemin, hein, c'est pas simple, hein, mais ça veut dire c'est du courage, hein, c'est prendre les choses en main et dire j'y vais, je lâche pas. Commentaires, réactions, le chat. J'ai un message, en effet, de Natila. Non, Nathalie, pardon. Excusez-moi, je l'appelle Natila. C'est touchant ce que vous dites, nous dit Nathalie. Déjà, bonjour à tous. Je vous écoute et c'est dommage que vous ne soyez pas là plus régulièrement. Mon histoire est la suivante. J'ai subi des violences physiques pendant des années. J'avais honte de le dire car j'avais en face de moi des juges aussi nombreux que le nombre de personnes en prison. J'ai gardé ça pour moi pendant très longtemps. J'ai fini par le dire à mes proches. J'ai été jugé, j'ai été plus bactère et j'ai décidé à un moment, sur un coup de tête, de me relever et de dire zut, on va le dire comme ça, zut à la vie et d'avancer. Aujourd'hui, je suis maman et je suis fière de la petite fille que j'ai mise sur cette terre. Voilà ce que nous dit Nathalie. Merci Nathalie. Donc aussi là, il y a un parcours de résilience. Alors je ne sais pas à quoi tu fais allusion Nathalie quand tu parles, tu as été jugée, est-ce que tu as vécu un épisode carcéral en tous les cas, je vois que de ce qui t'a détruit, ben, tu en as fait autre chose, c'est-à-dire tu es devenu quelqu'un qui a construit et qui a même fondé une famille et qui est maman et on salue aussi ton enfant. Et j'ai beaucoup d'émotions en entendant ce témoignage, parce que je pense à toutes les personnes qui sont enfermées. Il n'y a pas que la prison physique où on est enfermé. On peut être enfermé dans sa vie en pouvant bouger, en pouvant aller faire ses courses, en pouvant faire à manger. On peut se sentir en prison dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui me touche, qui me ferait même pleurer, là. C'est-à-dire que dans la honte aussi, il y a quelque chose de déshumanisant. Et c'est ce qu'elle dit aussi, c'est-à-dire on n'est plus humain. Et ça, c'est la pire des choses pour notre humanité, pour chacun d'entre nous. Ne plus faire partie de la communauté, d'être un banni, en fait. Et la honte, le jugement d'autrui peut aller jusque-là. Je te bannis, je te rejette. Tu ne fais plus partie de nous. Et il y a eu des personnes qu'on a exclues du groupe. Il y a des gens qui ont été excommuniés dans le passé, puisque nous, on est en Europe, en France. Et c'était cruel, c'était terrible, parce que quand on n'est plus dans le clan et dans la tribu, ben on va mourir. C'est un enjeu de survie. Donc ça vient vraiment nous toucher dans notre cerveau limbique le plus profond, cette histoire. C'est pour ça qu'on va s'accrocher et que des fois on va faire des choses terribles pour pouvoir rester accroché à l'autre, ou aux autres, ou au groupe, quitte à même perdre en honneur, en estime de soi. Mais on a une telle envie de vivre et survivre, parce que là c'est plus de la vie, c'est de la survie, qu'on va permettre des choses qui ne sont pas justes pour nous. J'étais très à l'écoute. J'essaye juste d'ordonner mes idées. Mais par rapport à ce que dit Nathalie, mais même Erika tout à l'heure, déjà on peut éprouver un sentiment de honte sans que personne n'intervienne, juste parce que voilà, comme on disait, c'est dans notre société, et puis quand on fait un truc qui est pas comme ça devrait, on a besoin du jugement finalement direct de personne, parce qu'on anticipe, donc on a déjà honte nous-mêmes, avec nous-mêmes, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. Et le pire, oui, c'est quand c'est vraiment quelqu'un, alors que nous ça va, et qu'on n'a pas l'impression de faire quoi que ce soit de mal, et que c'est le jugement et le comportement de quelqu'un qui va faire naître une honte, qui va créer une honte chez nous qui n'était pas présente. Donc, comme quelqu'un qui subit des violences physiques ou morales, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, mais parce que quelqu'un lui fait ressentir qu'elle n'est pas comme les autres et qu'elle ne devrait pas être comme ça. Je ne sais pas si c'est pire, hein, y a pas de graduation, mais du coup, c'est horrible quand une honte naît est créée par quelqu'un d'autre, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Et en fait, à la base, nous, ça va.
et que quelqu'un met une graine dans notre tête qui va germer et en fait ça devient ça empoisonne un peu notre vie alors que nous à la base ça allait quoi et voilà. Oui, en fait, c'est intéressant le thème. On se laisse quelques instants avant notre pause qui va être imminente. Et après, nous passerons sur la fierté. Comment passer de la honte à la fierté de soi. Est-ce que la honte peut être distillée comme une graine chez quelqu'un? C'est une question, ça. Qu'est-ce qui fait que c'est possible? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que tu donnes ton pouvoir à autrui? Et à quel moment ça c'est possible dans notre développement? Oui, à un moment c'est possible quand on est tout petit, mais à un moment, si on a mis cette graine maléfique en toi, tu as un devoir d'aller l'enlever ou d'en faire quelque chose. Ou comme a fait Yannick, d'en faire du fumier ou de la merde, d'en faire du fumier pour faire une fleur ou pour faire un bon légume. Parce que ça voudrait dire que l'autre a tout pouvoir sur nous. Et il y a un moment de notre vie, oui, l'autre avait tout pouvoir sur nous et c'était une question de survie et de vie. Voilà, de tout petit, on n'est pas comme les animaux où ils viennent de naître, quelques temps après, ils peuvent marcher, gambader, marcher, je veux dire, gambader avec leurs pattes. Je vois que Yannick... Oui, parce que du coup, je crois que ce que tu dis est important parce que en réalité, alors tu parlais de l'enfance et on parle aujourd'hui aussi des adultes que nous sommes, mais je crois qu'à tout moment, l'enfant, par exemple... et entre guillemets sous l'emprise de ses parents, voilà, dans l'éducation. Et je dis emprise parce que je dis emprise parce qu'en réalité, quand on est enfant, je suis pas sûr qu'on ait bien notre mot à dire en fait sur le déroulement des choses et sur la manière dont les choses se passent. Et quand on devient adulte, en fait, souvent, on se réfère à celui avec qui on vit. À notre amoureux, à un ami qui nous est très proche, à quelqu'un en tout cas sur lequel on va pouvoir s'appuyer, quelqu'un qui va devenir une référence quand même pour nous. Et en réalité, ce que tu dis là, en fait, c'est présent tout le temps dès notre naissance en fait, parce qu'on est toujours sous l'influence entre guillemets de quelqu'un. Enfants, nos parents, ados, les groupes d'amis ou quelqu'un qui nous est cher, adultes, notre conjoint, notre mari, notre petit copain, appelons ça comme on veut. Et finalement, on est toujours sous l'emprise, toujours atteint par le regard de quelqu'un, les mots de quelqu'un, les jugements de quelqu'un. Et finalement, la honte, j'ai le sentiment que... un peu comme... je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. Un peu comme quelque chose qui va nous endormir sans qu'on s'en rende compte, en fait. Voilà, une petite phrase un jour, ah ben non, j'aime pas trop la manière dont t'es coiffé, ah ben j'aime pas trop la manière dont t'es habillé, et ceci et cela, et au fur et à mesure ça va instiller chez nous une espèce d'abord de gêne et qui va se développer au fur et à mesure du temps. Je crois que si on met pas une barrière à ça très rapidement, on peut arriver dans cette zone de la honte en fait. Parce que du coup, on nous l'a tellement dit, tellement répété, on a tellement entendu que ça devient quelque chose de normal, d'habituel, et ensuite cette habitude, il suffit que quelqu'un d'extérieur en plus nous le dise, ne serait-ce qu'une fois, que ça devient ensuite ce sentiment que l'on connaît qui est la honte. Voilà. Finalement, je me dis, c'est présent tout le temps en fait. Comment on fait pour s'affranchir de ça? C'est quand même pas simple, hein. Oh là là, mais tu nous emmènes sur des sujets philosophiques et sur une idée d'une autre émission. Mais quelques mots, parce que je ne peux pas te laisser venir la pause sans réagir. Alors, quand tu parles là, de l'emprise, c'est intéressant, c'est-à-dire, est-ce que, je vais dire juste des phrases et des mots pour pas trop développer ma pensée là, mais juste pour que ça nous fasse réfléchir. Est-ce qu'on est quand on est adulte, parent, on est dans une posture d'éducation, c'est-à-dire je t'accompagne, je chemine à tes côtés, je te donne à manger, pas que physiquement, pour que tu puisses te développer au mieux, en te protégeant, en mettant les limites, en te donnant de l'amour.
Parce que où est-ce que je suis dans une relation domination-soumission? Tu fais comme je t'ai dit, hein. C'est comme ça dans la vie et c'est pas autrement. Et moi, l'adulte, j'ai toujours raison, même quand je déconne et que je te montre le contraire de ce qu'il faut faire. Et là, dans ce que tu as parlé, l'influence, oui, nous sommes tout le temps dans des influences, mais est-ce qu'on est dans des influences positives ou cette petite phrase assassine distillée tous les jours, et là, on est dans le pervers narcissique ou la perverse narcissique, qui te dit un truc qui te donne chaud et qui souffle froid, et qui à un moment, si tu bois tout, ben, ça te déstabilise. Et ça pose la question, dans nos relations de couple, d'amitié ou autres, est-ce qu'on est dans des relations d'adultes ou est-ce qu'on est dans des relations parents-enfants? Parce que beaucoup d'entre nous, et souvent dans le début de nos relations amoureuses, on attend de l'autre du bon papa, de la bonne maman. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait, mais est-ce que c'est que cette modalité qui est toujours en jeu? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus adulte en nous, dans nos relations? Ça pose cette question-là. Ça pose la question aussi de la culture dans laquelle on grandit et de l'éducation, qui n'est pas pour moi de l'éducation nationale, mais de l'instruction nationale, où on est des êtres d'obéissance. Et comment on peut dire non quand on nous a dit « ferme ta bouche, c'est comme ça ». Et si tu dis le contraire, alors que ça peut être très pertinent, tu es insolente ou insolent. Donc, on se retrouve, alors moi je vais parler pour ma paroisse, je suis une nana, mais où des femmes ne peuvent pas dire non à un prédateur parce qu'on leur a dit ferme-la et ouvre les jambes. Parce que oser dire non, même à un homme, c'est compliqué parce qu'elles ont toujours entendu, tu dois être obéissante, même quand c'était pas juste et adapté. Donc ça va très loin tout ce que tu as dit, en termes de questionnement. Alors... On laisse ça comme ça, et on fait une petite pause. Restez pas très loin de vos tablettes, smartphones, et on reprend. Nous conclurons sur cette partie de la honte et comment on s'en affranchir ou comment mieux la gérer, si je puis utiliser ce verbe. Et nous allons aussi parler de la fierté de soi. Merci à tous et à toutes. Chaque jour, bon Dieu, fais-moi qu'à demander qui j'en m'appelle fait pour continuer. Dis mon nom, qu'à garder moi, mais vous laissez-moi pour aller.
Eh bien, nous voilà de retour. Parole vivante, l'émission qui titille les consciences et chatouille les cœurs. Eh bien, nous avons eu des échanges fort profonds et animés autour de la honte. Et nous arrivons à la conclusion de cette première partie d'émission sur la honte. Peut-être quelques mots et on retournera aussi vers vous, vers le chat. Déjà, si vous avez cette honte en vous, déjà, c'est important de la reconnaître pour briser le cercle infernal et le cycle de cet éprouvé qui peut nous tétaniser et nous paralyser et nous enfermer. Et il va vraiment être important aussi de reconnaître le comportement et tous les schémas de pensée négative en lien avec cet éprouvé. Ce que j'encourage et que beaucoup de praticiens, accompagnateurs, facilitateurs en thérapie et autres approches, c'est vraiment aussi d'exprimer votre honte. Alors, si ça peut être un ami sincère qui ne juge pas, de pouvoir exprimer. Ça peut même être un amoureux. L'amour aussi est un espace de transformation intense. De pouvoir la dire, la nommer. Voilà. D'accepter aussi le sentiment, les émotions qui sont en lien avec cette honte, parce que pouvoir l'exprimer peut aussi être un bouleversement. On peut avoir de la rage, on peut avoir des sanglots, et aller voir aussi l'origine, la source. Voilà, peut-être que c'est quelque chose de très ancien et qui peut revenir à la surface et à votre mémoire. Revenez à vous et utilisez vraiment vos personnes ressources. Reconnaissez votre valeur. Voilà. Ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Même des fois dans l'amour, on est défini par l'autre. Non. Reconnais qui tu es. Observe-toi. Reconnais ta ou tes valeurs, ta valeur. Et une incitation aussi à vivre le moment présent. Voilà. Souvent, on est pris dans notre passé. Bien sûr, quand il est traumatisant, il est en boucle. Mais de vraiment de savourer aussi chaque moment le plus possible. Ce sont des propositions. Voilà. Je vous laisse réagir et sentir comment c'est pour vous, chacun et chacune. Et puis, on va aller du côté de la fierté. Alors du coup, Yannick, est-ce que tu avais des derniers messages Non, c'était bon pour la conclusion. Oui, j'en avais d'autres, mais je vous avoue, j'ai pas, voilà, il y en a beaucoup, et donc j'ai sélectionné ceux qui me paraissaient les plus pertinents pour étayer le débat. Non pas que vos messages ne le soient pas, mais il faut qu'on fasse des choix parce que vous en avez laissé beaucoup. Alors, une introduction sur la fierté, tu en as parlé en début d'émission, Yannick. Moi, je propose qu'on aille sur le côté de la fierté qui nous parle d'une image de soi positive et qui ne dépend pas d'autrui. C'est-à-dire où c'est vraiment un regard intérieur tourné vers soi-même qui nous fait prendre conscience de qui nous sommes, presque comme notre essence, notre caractéristique. Et c'est indépendamment de l'appréciation d'autrui. C'est-à-dire, c'est aussi peut-être sentir en nous un sentiment d'honneur, de quelque chose de même précieux, qui nous fait rayonner si on arrive à rayonner. Et de faire vraiment le distinguo avec peut-être l'arrogance, la vanité, où là on a approuvé quelque chose vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis d'un groupe, où on va en faire des caisses, des tonnes. Mais est-ce que c'est vraiment nous ? Et des fois on dit ouais, elle se la pète là. Non, là c'est qu'est-ce qui fait que ce que tu es et que tu brilles avec ce que tu es. Alors je vais plutôt dire rayonner, parce que briller, ça peut faire comme du toc, ça peut briller, mais il n'y a rien en dessous, ça peut être du factice. Voilà, je me disais que j'aime bien entendre ce mot comme ça. Alors, j'étais en train en même temps de regarder le chat et les différents messages, et en réalité, revient très souvent le fait que la fierté n'est pas compatible avec la honte, n'est pas compatible avec la fierté. Je lis ça là beaucoup. Ah, okay. Les gens nous disent honte ou pour eux, il n'y a pas de compatibilité, on peut pas passer de la honte à la fierté. Je veux dire, on a honte, et puis plus tard, longtemps après, pour autre chose, on peut ressentir de la fierté. Mais en fait, pour eux, on peut pas avoir un sentiment de honte et finalement ressentir de la fierté pour le même sujet.
Voilà, pour eux, quand un sujet a provoqué de la honte, il ne peut pas provoquer ensuite de la fierté. Ça veut dire j'entends par là qu'on ne peut pas sortir de ce cercle-là. Une fois qu'on a éprouvé de la honte pour un sujet, on ne peut pas en devenir fier après. Voilà. C'est ce que je lis en substance. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est ce que je lis. Je vais vous lire par exemple le message de Cindy. Cindy, attendez que je retrouve le message de Cindy, me dit « Je ne sais pas comment on peut passer de la honte à la fierté. Je ne crois pas que ce soit possible. » Attendez, le téléphone s'éteint. « Je ne crois pas que ce soit possible. Quand on a honte, on ne peut pas éprouver pour le même sujet, ne serait-ce qu'un sentiment de bien-être. La honte est la honte et c'est un sentiment qui enferme et nous n'en sortons jamais. » Voilà ce que nous dit Cindy. Je ne partage pas forcément ça parce que je pense que, sans pour autant dire que Cindy parle certainement de son histoire et puis ça a l'air d'être très personnel ce qu'elle raconte, mais j'ai le sentiment qu'on peut avoir éprouvé de la honte dans un cas et puis finalement s'en servir, tu vois, et puis réussir à en sortir finalement et avoir des actes. Faire des choses qui peuvent ensuite nous créer de la fierté voilà. Je sais pas je pense que ça dépend de quoi on parle en fait. Tout à fait. Tu vois, et si dans les extrêmes quelqu'un a subi un viol je sais pas enfant ou ado, forcément c'est compliqué d'éprouver de la fierté une fois qu'on en est sorti, qu'on est adulte, et enfin je veux dire ça dépend vraiment de quoi on parle. Sans reprendre ton exemple Marie-Ange, mais si on reste un peu dans la même sphère familiale, on peut très bien avoir honte que ses parents soient de telle ou telle manière quand on est jeune parce que ils sont pas comme les autres, ils sont différents, ils font pas machin, et puis quand on est adulte et qu'on devient nous-mêmes parents, on se rend compte que finalement la manière dont ils étaient fait qu'on est l'adulte qu'on est aujourd'hui, et on en est fiers de nos parents. Et du coup, on parle pas du tout de la même du même fait. Bien sûr. Donc, bien entendu, c'est toute proportion gardée. On ne parle pas de tout ce qui vous a fait honte dans votre vie qui peut devenir une fierté, loin de là. C'est juste que dans la logique de l'émission, on essaye toujours de finir sur quelque chose de positif. Et si on fait le tri dans ce qui nous a fait honte dans notre vie, ce qui nous a profondément touché ou gêné, et il y a des choses dont finalement on est fier avec le recul. C'est surtout ça qu'on dit. Et puis je crois que dans toutes les situations, je prends un exemple que moi j'ai vécu. J'ai eu un passé de sportif et du coup j'ai joué au football. Et donc sur un match de football, on peut subir une grosse défaite qui pour un sportif, un footballeur, est une humiliation. Hein. Quand vous prenez 5-6-0, vous n'êtes quand même pas très bien. Mais quand même de cette situation collective, on peut en sortir quelque chose de purement individuel. Pourquoi ? Parce que le collectif peut avoir été moyen, mauvais, et avoir perdu 5-0, mais toi, à titre personnel, tu peux avoir empêché à ton équipe d'en encaisser 12 au lieu d'en encaisser 6. Tu peux... Donc d'une même situation, d'une situation que l'on vit, on peut, à mon avis, avoir et honte et aussi fierté. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, c'est pas incompatible du tout. On peut ressentir de la gêne, de la honte pour une situation et finalement être content d'avoir réussi à s'en sortir finalement pas si mal que ce qu'on pensait, d'une manière un peu plus positive que ce qu'on pensait. Pour moi, c'est pas du tout incompatible. Donc voilà, c'est pour répondre à ce que nous disait Cindy. Je pense que voilà, l'un n'empêche pas l'autre, je pense. Moi, j'ai un exemple concret. J'étais à un moment dans ma vie dans un travail où j'étais sous l'emprise de mon employeur, qui m'a fait faire une dépression, qui me traitait vraiment mal. Et mon éducation faisait que il fallait aller au bout de ce qu'on commençait. Presque peu importe la conséquence, parce qu'on m'a pas appris la nuance en fait. Et du coup, donc j'étais plus jeune et en fait on m'a sortie de là
Et en fait, j'ai eu du mal à assumer cette décision parce que j'avais honte de ne pas être allée jusqu'au bout, quitte à subir ce que je subissais encore pendant plusieurs mois. Et au final, aujourd'hui, j'en suis fière. J'en suis fière parce que ça m'a fait grandir, parce que ça m'a très certainement sauvé la vie. Et ce sentiment de honte a disparu complètement et j'assume totalement parce que je sais pourquoi je l'ai fait, mais bien entendu qu'il m'a fallu des années et du recul et une reconstruction. Mais ça, c'est typiquement voilà, un exemple où une honte peut devenir une fierté. Bien sûr. Juste, quand tu dis « on m'a sorti », qui t'a sorti de là ? C'est une personne. Une personne Oui. qui était dans ton équipe professionnelle ? Non, de mon entourage. De ton entourage, donc Oui. on peut dire une relation d'amitié forte. Oui, plutôt, oui. Ouais. Non, mais c'est important. Donc là, ce que tu introduis, c'est rompre, détricoter toutes nos croyances limitantes et toxiques. Ouais. C'est-à-dire oser être déloyal à quelque chose qui n'est pas juste. C'est-à-dire se défaire de ces loyautés qui nous enferment et qui peuvent même être autodestructrices pour nous-mêmes. Ouais. Et j'entends que tu donnes la résilience encore là présente. Tu as parlé de reconstruction. Moi, ça m'a fait penser en vous écoutant. Moi, j'ai été enfant dans les années 60-70. Et en termes de représentation de la diversité de couleurs, on va dire, il y avait très peu de noirs célèbres, ou dans mon entourage, ou même dans ma classe, j'étais peut-être la seule fillette noire. Et il y avait très peu de modèles inspirants. Ouais. Et même dans les modèles qui pouvaient peut-être autour de moi, il y avait une norme, s'il fallait avoir les cheveux lisses. Je l'ai déjà évoqué à une émission. Et je trouve que en tant que femme noire afro-caribéenne, que nous avons tous, moi, ceux qui ont cette particularité d'avoir cette couleur, d'aller interroger en nous où on est par rapport à notre couleur, à notre origine. Est-ce que moi j'aime ce concept que j'aimerais développer dans peut-être un livre ou une conférence de négrophobie intériorisée, c'est-à-dire la haine du noir en nous. C'est-à-dire moi je pense que petite, même si je n'avais pas les mots pour le dire, je voulais ressembler à des femmes ou des filles qui étaient plutôt blondinettes, cheveux lisses, le suprême c'était les yeux bleus, parce que c'était dans ce qui m'était renvoyé. Et même dans les Antillais, c'était si t'as les cheveux qui frisottent derrière la tête, non, ça fait négresse, c'est pas bien, pas joli. Il y avait même, parmi les proches, cette façon de dire non, il fallait être couleur locale. Alors que c'est complètement absurde. Et comment j'avais une maman, et j'ai une maman qui est toujours là, et si elle m'écoute, je l'embrasse, qui elle, avait trouvé une dame qui disait « Black is beautiful », donc très influencée sûrement avec les États-Unis, avec tout ce qui s'y passait, de revendications, peut-être avec Angela Davis, et qui m'a amenée chez un coiffeur où on ne défrisait pas. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire que je l'ai pas fait. J'ai rien contre, on peut le faire. Tant qu'on a le choix et qu'on n'est pas sectaire, moi, ça me va. Et c'était aussi d'apprendre à aimer mes cheveux, apprendre à aimer ma peau, ma couleur, la valoriser par peut-être des vêtements, des couleurs, d'un petit maquillage qui était saillant. Et ça a vraiment été un chemin. Mais j'en avais pas conscience à l'époque. Voilà. Et voilà, je trouve que... Voilà, je pensais à ça et je trouve que c'est précieux. Quelle que soit notre condition, notre appartenance, aller voir où on en est, nous, de nos conditionnements. Voilà. Et ceux de la société, de nos familles et de la culture dominante. Et est-ce qu'on s'affirme ? Et si on est dans un univers, on peut s'affirmer. Même si on nous regarde de travers, on se dit « mais celle-là, elle se prend pourquoi ?» Voilà. Ah ben non, elle est moins... Même s'il y a des jugements, même s'il y a du racisme. Mais est-ce qu'on est au-delà de ça aujourd'hui ? Non, mais c'est sûr que c'est hyper important d'être fier de ce qu'on est, d'où on vient, de notre culture, de nos origines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que la société a beaucoup progressé parce qu'en effet, quand j'étais petite, en plus, moi, je suis vraiment de la génération Disney. Mon idéal
féminin à qui je voulais ressembler, c'était, moi, je rêvais d'avoir les cheveux blonds, les yeux bleus, et mes cheveux blonds, je les ai eus, finalement. Plus vieille, je me suis teinte en blonde, j'ai porté des lentilles, j'ai longtemps hésité J'ai eu les yeux bleus, non? Non, mais j'ai longtemps hésité à avoir des lentilles de couleur pour m'aimer, en fait. Parce que je me suis construite, là j'accuse vraiment personne, dans cette idée que pour être belle et pour être regardée, pour être aimée, eh ben, il fallait ressembler à une Barbie concrètement. Donc, parce qu'en plus, moi, j'étais beaucoup Barbie. Et autant vous dire que dans les années 90 et même début 2000, des Barbies noires, ça courait pas les rues. J'en avais pas une seule. Ça n'existait pas, je pense, en plus. Donc, en fait, avec quel modèle on se construit? Et puis, ouais, moi, mes cheveux, j'avais une tignasse pas possible. J'avais honte de mes cheveux. J'ai une maman blanche qui vraiment s'est débrouillée comme elle pouvait pour nous coiffer avec mes sœurs pour que, voilà, ça ressemble à quelque chose. Et puis j'ai commencé à me coiffer moi-même, tout ça. Et puis alors pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, j'en ai très certainement parlé dans une autre émission, mais moi j'avais honte de que ma peau, ma couleur de peau, donc je suis métisse, ne corresponde pas à finalement ma personnalité, en tout cas ce que les gens attendaient que je sois. Donc comme j'étais métisse et moitié Guadeloupe, eh ben, il fallait que je parle et que je comprenne le créole, et que si je le parlais pas et que je le comprenais pas, concrètement j'étais une fausse quoi, je sais pas, que j'étais un bounty, que j'étais un kinder, j'ai tout entendu, que je faisais honte à la Guadeloupe parce que donc ça a été une vraie honte finalement pour moi de pas parler, de pas comprendre. J'en ai voulu à mes parents et à mes grands-parents de pas, avoir comment dire, entretenu, on va dire, cette culture afro-caribéenne qui moi m'a beaucoup manqué. À contrario, quand on demande à mes sœurs, j'en ai une petite, une grande, elles s'en moquent complètement. Elles n'ont peut-être même pas subi en fait tout ce que moi je me suis pris en pleine tête, parce que je côtoyais plus de personnes de couleur, parce que je me sentais bien avec cette communauté, etc. Et donc forcément j'ai été amenée à entendre ce genre d'insultes concrètement qui m'ont profondément blessée et qui ont créé une honte chez moi qui n'existait pas enfant, par exemple. Et aujourd'hui, la femme que tu es, est-ce que tu peux... Non, parce que j'avais juste pour répondre à Marie-Ange. Aujourd'hui, la femme que je suis est beaucoup plus évanouie et tranquille avec ça, mais pour ça, il a fallu que je fasse un travail et que, sur moi, sur mes origines, que je comprenne certaines choses. Et surtout, aujourd'hui, la différence, c'est que je comprends le créole. Et ça m'a ouvert une porte sur moi-même, on va dire, qui fait que aujourd'hui, j'assume et puis je suis noire. Et je pense que ça, dans ma tête, je le suis à 80% et 20% blanche, tu vois. Et tu peux être aimée telle que tu es et désirée telle que tu es, voilà, dans ta beauté. C'est ça. Merci Olivia. Yannick. Oui, j'avais juste des réactions et du coup ça rejoint un peu, il n'est pas arrivé dans le bon ordre, mais je vais d'abord commencer par ce message. Et il s'agit, alors la personne, le nom, c'est Encanto. Pardon, c'est ce mot. C'est pour ça que ce qu'Olivia disait tout à l'heure, c'était très à propos. Et cette personne dit, Encanto dit, je suis fier de moi, je n'ai pas grandi dans un climat serein, mais je m'en suis sortie, je suis devenue une working girl avec 2 enfants, une revanche sur la vie, c'est ce qui reste au final. Et ensuite elle poursuit, pendant qu'Olivia était en train de parler, en disant: c'est dingue Olivia, tu as vécu ma vie, waouh, je suis impressionné par ce que tu dis, nous sommes jumelles, j'espère que tu t'en es sortie, courage à toi, tu sembles être une belle personne et je suis sûr que tu es magnifique, même avec ta tignasse. Voilà ce que dit Encanto. Voilà, c'était pendant qu'Olivia parlait, ce message est arrivé, donc voilà. Et ensuite on a Marc-Antoine qui disait: je suis amoureux de la radio et des médias, j'ai à mon actif pas moins de 5000 émissions écoutées
et vu, et je n'ai jamais entendu un sujet comme celui-là. Bravo, vous êtes courageux. Moi, je ne suis qu'une personne de fierté. Je n'éprouve jamais de honte, car j'ose et je n'ai rien à perdre. Voilà les 2 messages que j'ai voulu relever. Merci beaucoup. Donc c'est sympa. Merci en tout cas pour tous vos messages, parce que ils sont toujours tous bienveillants, et c'est voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite déclaration, et donc c'est venu pour Olivia. Donc je n'ose en réclamer moi aussi. On voit bien que la fierté, ça nourrit l'estime de soi. Tout à fait. Et comme c'est bon. Eh oui. Voilà. C'est pas faux, ça. C'est pas faux. Et je remercie vraiment ces témoignages, et puis ce que tu as partagé, Olivia et Yannick. C'est vraiment précieux aussi de se connaître. Hein. Tu introduis à chaque fois la connaissance de soi, en fait, comme c'est important. D'ailleurs, j'en profite, je remercie aussi mon père, qui lui était très féru de notre histoire, voilà, hein, de déconstruire ce qui était des mensonges, des absurdités, et de parler de l'histoire réelle. La petite avec la petite histoire et la grande histoire, et aussi de la négritude, puisque ça aussi, ça m'a constitué et ça m'a ouvert l'esprit et le cœur. Alors, je trouve aussi, en vous écoutant et en écoutant les auditeurs, il y a aussi la notion de dignité. Je trouve que c'est important de renouer avec notre dignité. En tant qu'hommes et femmes et enfants, on a une dignité. Et quand on est vraiment aligné avec elle, on se sent bien, on se sent juste, on se sent aligné. Voilà. Il peut pleuvoir par des remarques, mais on sait que c'est notre vérité. On peut avoir mal parce que quelque chose a été dit ou un regard de travers, mais on sait qu'on est dans notre dignité et dans notre vérité aussi. Donc, voilà, Ouais, mais en plus, oui, Yannick. Non, mais parce que ce que tu dis, mais quand on parle de négritude, de toutes les façons, ça ne peut pas ne pas m'interpeller. Et quand on parle de négritude, je fais toujours référence au chantre de cette négritude qui est Aimé Césaire, qui lui la définissait comme la négritude. Pour lui, c'est le simple fait de reconnaître sa qualité de noir, de se reconnaître dans sa position culturelle et identitaire, et pour lui c'est ça la négritude. D'autres le décrivent comme quelque chose d'un peu plus négatif, mais je pense que la seule vraie et bonne définition, en tout cas celle qui me convient, je veux pas généraliser, mais en tout cas celle qui me convient, c'est celle d'Aimé Césaire. Et en effet, c'est important de se connaître, parce que se connaître, c'est pouvoir placer le curseur là où il faut pour soi-même, en termes de fierté, en termes de positivité, en termes on se raconte pas de mensonges à soi-même, je veux dire, et ça c'est très très important, parce que ça permet de faire face absolument à toutes les situations que l'on peut rencontrer dans une vie. Vous savez, vous êtes en voiture, quelqu'un vous grille un stop. Bon, vous allez sortir la première réaction qui vient de vous, en général pas quelque chose de très positif, donc on va pas dire les mots qui peuvent sortir. Et puis, de cette situation-là, je dis ça parce que ça m'est arrivé, des mots, les gens s'énervent, les gens vous disent des choses, et puis on en vient fatalement à votre couleur de peau, parce qu'en réalité, c'est très facile d'être attaqué de cette manière-là. Si vous ne vous connaissez pas bien, si vous n'avez pas une bonne estime de vous, une estime juste de vous, c'est des situations qui peuvent vous plonger dans une colère, dans une réaction excessive, et c'est très important de se connaître. Je dis ça parce que ça m'est arrivé il y a 2 jours, c'est pour ça que j'en parle, c'est très frais. Ça glisse en fait. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous avez une bonne connaissance de vous-même, une bonne relation avec vous-même, parce que je pense que ça c'est hyper important, ça glisse en fait. Voilà, vous n'êtes pas un sale type, vous n'êtes pas un sale noir, vous n'êtes pas un sale blanc, vous n'êtes pas sale tout court d'ailleurs. Et puis ça vous glisse dessus, parce que et si vous ne vous connaissez pas bien, cette insulte, cette chose qui paraît comme quelque chose d'hyper négatif, va vous faire surréagir, vous allez rajouter de la négativité à la négativité, et puis ça peut mener très loin. Donc je pense qu'il est
essentiel pour chacun d'entre nous de se connaître, de savoir qui on est, de savoir quelles sont nos limites, de savoir quelles sont nos faiblesses, de savoir quelles sont nos forces, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de savoir... Et puis de se créer aussi des pare-feux aussi. Je veux dire, dans une situation, est-ce que je fonce dans le mur ou est-ce que je prends la sortie qui est juste avant ? Bon voilà, jadis, moi je fonçais dans le mur. Aujourd'hui, je prends la sortie qui est juste avant, même si c'est pas la route où je dois aller. Parce que ça me préserve aussi... ça me préserve à titre personnel, ça me préserve de tout plein de choses négatives qui vont découler du fait de prendre ce mur, tous les séquelles qui en découlent. Voilà. Donc c'est important d'apprendre à se connaître. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous, il faut essayer d'entamer ce chemin parce que ça vous met en paix avec vous-même. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, positif, négatif, agréable, pas agréable, c'est pas grave, j'y vais. J'y vais, je le fais. Si c'est nécessaire, je le fais parce que je sais pourquoi je le fais et je sais qui je suis et je sais que ce que je vais faire ne va pas définir toute la personne que je suis. Voilà. Parce que j'ai ces pare-feux-là et je sais que même si c'est quelque chose de désagréable à faire, bah, je le fais et ensuite je m'en arrange parce que je sais réellement qui je suis et même si on me dit que je suis quelqu'un d'autre, bah, ça ne m'atteint pas. Voilà. Donc ça m'évoque ça quand vous parlez et Olivia parle beaucoup de ça en effet, de se connaître, d'avoir une bonne connaissance de soi-même. Et ça je pense que c'est primordial. C'est à mon avis la chose la plus importante dans une vie, c'est de se connaître soi-même, je pense. C'est hautement philosophique. Connais-toi toi-même Oui. et tu connaîtras... Quand on cite Césaire, il faut que le reste du discours soit bien à propos. Ben oui, mais c'est l'oracle de Delphes pour ceux qui aiment la philo, c'est-à-dire connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Bon, quand je dis Dieu, c'est la transcendance en nous, c'est voilà, ce qui nous dépasse. Merci d'avoir rappelé que se connaître est très important et j'aime beaucoup aussi cette notion que tu introduis de pare-feu. De protection et d'être en bonne relation avec soi-même. C'est-à-dire d'être un ami ou une amie pour soi. Mais quel beau message, quelle belle invitation. J'ajouterais ce qui a été dit avec beaucoup de justesse aussi, écouter son cœur, descendre aussi dans le cœur, parce que lui, il sent les choses pour nous. Et s'autoriser l'audace, parce que parfois on n'ose pas, et passer à l'action. Voilà. Même si parfois on ne se sent pas suivi ou compris, oser se réinventer, continuer à apprendre. Ce que j'entends autour de cette table aussi, c'est qu'il y a vraiment une envie toujours constante d'apprendre, de découvrir, de s'émerveiller. Et ce que j'ai aussi entendu et que je retiens, c'est ne pas s'adapter à des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous plaisent pas. Et c'est peut-être aussi à être attentif, nous qui sommes, quand on est dans l'éducation, à vraiment observer ça chez l'autre, puisque Olivia disait, mais des fois on n'a pas vu, on ne voit pas, mais si, j'espère qu'on peut voir de plus en plus, être plus lucide, plus clairvoyant, plus conscient, puisque plus on se connaît, plus on observe, plus on peut être attentif à l'autre et dire, ah là je sens qu'il y a quelque chose qui ne se dit pas, mais que je sens. Qu'on fasse aussi comment dire, on soit attentif à notre intuition qui, elle, des fois nous guide et nous dit, nous murmure à l'oreille, à notre cœur, à notre âme, là ça va pas, là c'est bon, là, vas-y. Là fais ça pour lui ou pour elle. Voilà. Et on le sait, mais parfois on est parasité par nos inhibitions liées à des dressages qui ne sont plus de l'éducation, où ça se fait pas de dire ça se fait pas de faire ça se fait pas de dire je t'aime en public, pas à une personne, ou d'aller la saluer, lui dire à une femme parce qu'on a un homme, parce que qu'est-ce que vous êtes belle madame, parce qu'on va croire qu'on la drague. Il y a tout ça aussi qui est en jeu parfois et qui peut parfois on peut sentir qu'il y a une inhibition. Mais si on est juste et clair dans notre intention et que c'est possible aussi dans la relation avec l'autre, il peut se passer des choses merveilleuses et prodigieuses. Accepter d'être fier de soi. Et autre chose dans ce qui a été dit tout au long de l'émission, ne pas se comparer. Nous sommes tous uniques. Voilà, tous on a une unicité qui, voilà, Olivia, Yannick, Kylian, Marie-Ange, et même quand on regarde la nature, si on l'observe, chacun a une empreinte différente. Et même notre ADN nous dit ça. Donc, de prendre conscience que nous sommes uniques. Et je n'aime pas cette affirmation qui dit nul n'est irremplaçable. C'est pas vrai.
Si un être n'est plus là, ça ne se fera plus de la même façon. La fonction est peut-être remplaçable, mais pas la personne. Voilà. On est tous uniques et on a un parfum, une façon de parler, de voir le monde. Et c'est important de ne pas l'oublier, même quand on est en relation. Cet être, il est unique dans son expression. Peut-être qu'il n'a pas développé tout son potentiel. Et ce qui m'amène à dire, c'est de rayonner notre lumière. J'aime bien l'image du soleil. Voilà. Il nous reste quelques minutes avant la fin. Il nous reste à peine 10 minutes. Donc, si vous avez envie de partager, commenter, réagir, et nous arriverons à nos mots de fin et de fin FAIM de ce thème qui est très porteur et nourrissant. Thème T''AIME. Un petit message que j'ai envie de vous lire avant comme disait Marie-Ange, de conclure. J'ai un message on parle de fierté, donc on va en faire un petit peu quand même avec nous. Donc cette personne s'appelle Jean-François SL et qui dit, SL, je suppose que ce sont des initiales, mais voilà, qui me dit: je suis gérant d'un média. Et j'ai entendu parler de vous. Je suis très agréablement surpris de la qualité du débat et de votre émission. Peut-être que nous pouvons collaborer. Et en tout cas, la fierté est un thème inspirant. Je n'en éprouve pas assez. Et alors, attendez, j'en éprouve pas assez. Il faut que je retrouve la fin du message. Je n'en éprouve pas assez. Et peut-être que les psychologues autour de cette table pourraient me dire comment en éprouver davantage. Alors, pour répondre à Jean-François SL, nous ne sommes pas tous des psychologues autour de la table, et nous ne sommes pas des psychologues d'ailleurs autour de la table. Non. Voilà, il y a une professionnelle, c'est Marie-Ange, et puis nous sommes une thérapeute thérapeute. Bon, elle dira mieux que nous qui elle est. Et ben non, c'est agréable d'avoir ce genre de message. Bon, merci si vous trouvez que la qualité des échanges, plus des échanges qu'un débat d'ailleurs, hein, puisqu'on n'est pas forcément dans un débat. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Alors, comment éprouver plus de fierté? Alors là, franchement, j'avoue que c'est une question... On se tourne tous vers toi. Eh oui, j'avoue que c'est une question qui, pour moi, est très compliquée. Parce que nous, on a tous nos... En fait, je ne suis pas sûr qu'on puisse vous donner une méthode sur comment éprouver plus de fierté. Je pense qu'on a tous des mécaniques. C'est en nous que ça se situe peut-être, mais je ne sais pas. Ouais, non, effectivement, il n'y a pas de méthode. Par contre, peut-être, Jean-François, merci déjà pour ton partage et ton encouragement. Il s'agit de Jean-François Saint-Louis. Voilà, je t'invite déjà à regarder le chemin que tu as parcouru dans ta vie. Est-ce qu'il y a des enseignements que tu as reçus de ce qui s'est passé, que tu les considérais de façon négative ou très positive? Qu'est-ce qui constitue l'homme que tu es, qui ose cette parole avec nous, et comment tu oses être toi dans ta vie? Qu'est-ce que les autres te renvoient, même si ça va être à toi déjà de sentir ce que tu dégages, ce que tu vibres? Voilà. Est-ce que tu sens que tu rayonnes? Est-ce que tu aimerais que ton rayonnement soit plus fort? Qu'est-ce que tu sens que tu comptes? Et ta façon de contribuer au monde, ça aussi, ça nous aide à nous sentir fiers. Et attention, fierté, c'est pas l'orgueil, hein, c'est pas j'ai des possessions, je suis mieux que machin, regardez-moi comme je suis beau et je suis belle, du quartier. Hein. Non, c'est vraiment ton essence, voilà. J'aime pas le mot mission de vie parce que j'ai trouvé qu'il est galvaudé, mais on a tous une façon d'amener notre contribution au monde, on s'occupe de fleurs, qu'on s'occupe d'une épicerie, qu'on soit à la radio, qu'on soit facilitateur, facilitatrice, quelle que soit l'approche. On a une façon de contribuer au monde. Regarde comment tu contribues et qu'est-ce que ça apporte. Voilà, comme le colibri, c'est quoi ta quote-part et qu'est-ce que tu envoies de cette quote-part que tu donnes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Et après, si c'est des problèmes d'estime de soi, il y a plein de choses possibles. Hein. Déjà, on n'en a pas parlé dans l'émission, mais s'auto-remercier. Qui le fait? C'est important. Se dire, mais là, j'ai assuré, ça a été bien fait. Ah, là, j'aurais pu faire autrement. Déjà, d'être dans cette transparence avec nous, ce regard bienveillant, de compassion, mais aussi qui peut être très ferme. Là, j'ai dit quelque chose qui n'était pas adapté. Là, j'aurais dû tenir la porte à la vieille dame. Là.
on est tranchant hein, aussi hein, quand on c'est de se regarder tel que nous sommes. Oui, mais en effet, ne pas oublier d'être bienveillant avec soi-même parce que c'est tellement plus facile d'être dur et d'être fier, de reconnaître qu'on a bien fait quelque chose et d'en être fier. C'est déjà un travail de dingue pour certains et je sais de quoi je parle. Donc, et ça, du coup... Franchement, quand tu le fais, ouais, ça aide au quotidien. Ça aide au quotidien quand tu fais le bilan de ta journée, de ne pas être que dans le négatif, mais d'aussi voir ce que tu as fait de bien et de t'autoriser à en être fier. S'autoriser, merci, ouais. C'est précieux, s'autoriser. Je pense que c'est important, oui, en effet, de s'autoriser à en éprouver. Moi, je serais tenté de dire que ce qui est aussi, au-delà de tout ça, très important, c'est de pouvoir être fier d'être fier. Ça veut dire que, souvent, on peut, je le disais en préambule au début d'émission, hein, on peut se dire le fait d'éprouver de la fierté, le voir comme un manque d'humilité ou comme de la prétention. En fait, s'autoriser, être fier d'être fier, ça veut dire que, c'est savoir qu'on est autorisé à l'être, que c'est sain de l'être, que c'est normal de l'être. Ça ne doit pas nous... on éprouve de la fierté pour une situation particulière. Ensuite, on avance dans nos vies. Ça ne nous empêchera pas d'être déçus ou mécontents d'autres choses. Mais être fier d'être fier, pour moi, c'est ça. C'est s'autoriser à être fier et ne pas le voir comme un manque d'humilité ou comme de la prétention. Et puis finalement, si on est prétentieux et que ça nous va, quel est le problème que ça pose? Voilà. Et bien, nous arrivons à la fin de notre émission. J'invite chacun à dire quelques mots de conclusion, de qu'est-ce qu'il a envie de dire, de déposer pour chacune qui est à l'écoute, qui a interagi avec nous. Et je remercie chaleureusement chacune de votre intense participation et de vos témoignages. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à part merci. Moi, très très heureuse d'être venue. Je savais que ça me manquait, mais l'émission Parole Vivante, mais là, je m'en rends encore plus compte et je suis très contente d'avoir pu vivre une nouvelle très belle émission avec Marie-Ange et Yannick. Et ce que je retiendrai vraiment de cette émission, en effet, hein, pour parler du positif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est s'autoriser à être fier de soi. Et une phrase que j'ai relevée de Marie-Ange, la fierté nourrit l'estime de soi, que je trouvais très belle. Petite citation. Voilà. Merci Olivia. On se rend compte que Olivia commence à faire des citations, qui était quand même un truc... J'ai pas fait de citation, j'ai cité Marie-Ange. Ah oui, c'est Marie-Ange qui a oui, dit. c'est quand même une citation. C'est Marie-Ange qui le dit, donc tu cites c'est Marie-Ange. Toi qui sais les citations. Et puis Marie-Ange aussi en fait beaucoup, donc tu vois comme quoi ça mais ça... C'est parce que j'ai mûri. Très bien. Moi en tout cas, j'aimerais remercier tous ceux qui nous écoutent parce que je ne vous rendais pas compte à quel point ça nous nourrit vraiment. Je crois que cette émission ne pourrait pas être la même sans vos nombreux messages et les témoignages et la confiance que vous nous faites aussi, hein, de nous livrer des fois des choses qui sont parfois difficiles et qu'on ne livre pas à n'importe qui. Donc merci pour ça. Moi j'ai envie de vous dire, aimons-nous vivants. C'est pas qu'une chanson parce que oui, aimons-nous vivants, parce que profitez de chaque instant pour le faire, parce que la vie elle va vite, très très vite. On voit la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur le plan social, économique et tout ça, et c'est très important. Aimons-nous vivants. Wow. Alors, ce qui me vient, c'est soyez fiers de vous, voilà, et suivez vraiment l'élan de votre cœur. Et l'élan de cœur, c'est celui qui vraiment nous met à côté, qui nous fait sentir la joie et aussi un sentiment ou un état de sérénité. Avec tout ce que j'ai entendu, continuez d'apprendre. Voilà, soyez curieux, émerveillez-vous, cultivez-vous et dénouez tout ce qui est de ces loyautés toxiques, invisibles, qui parfois nous pétrissent et nous tétanisent. Donc voilà, soyez fiers de vous, soyons fiers de nous. Voilà.
Et merci Olivia, merci Yannick, Avec plaisir. merci Kylian, merci à tous ceux qui contribuent à la qualité de cette émission, de ce bel espace qui s'est agrémenté, qui est très beau. Et puis merci du fond du cœur à chaque auditeur, chaque auditrice qui a pris du temps pour être là avec nous et partager et que ces petites graines essaiment. Voilà, c'est le printemps que ça se... Et on vous souhaite un très bon week-end de Ouais, Pâques. très bon week-end Oui. de Pâques. Et je profite pour, en effet, saluer les équipes de GFM Média, Kylian qui est à la régie aujourd'hui, mais Lucas et Mimoun qui ont géré la communication et les réseaux sociaux, voilà, qui permet d'avoir une émission de qualité aussi. Et on se retrouve très bientôt. Et nous avons entendu l'auditrice qui nous invite à en faire plus. Nous y réfléchissons, voir comment ça peut être possible et sur quel format. Merci. Merci, à bientôt.